Bien le bonjour à toutes et à tous, 20 ans francs avec vous. Nous sommes le mardi 22 janvier 2019 et depuis l'ouverture des marchés hier, nous avons plutôt de l'aversion pour le risque, hein, comme on a pu le constater. Alors Wall Street était fermé hier en raison de la commémoration aux États-Unis de Martin Luther King. Euh, donc euh, donc la séance est terminée finalement à 17h30 lors de la fermeture des marchés européens. Nous avons des doutes sur la croissance mondiale, ravivés hier par l'alerte du FMI qui a tout d'abord revu à la baisse ses prévisions de croissance pour 2019 à 3,5% contre 3,7% en octobre. Et en plus de ça, on a Christine Lagarde qui a estimé, qui a indiqué même que le ralentissement de l'économie mondiale va se faire de façon plus lent que prévu et que les risques étaient grandissants. Donc voilà, un retour des incertitudes, il en faut peu. On voit bien que tout ce qui est en rapport avec la croissance mondiale, eh bien rend le marché plutôt volatile et plutôt baissier lorsque on parle de ralentissement. C'est le principal risque des marchés et on a plusieurs facteurs qui viennent alimenter ces risques. Alors pourquoi on a un ralentissement de l'économie mondiale? Alors déjà, on a comment dire on a la guerre commerciale, si je puis dire, qui voilà va ralentir les investissements, puisque quand on a du flou, quand les investisseurs ne savent pas à quoi s'attendre dans 6 mois ou dans un an, eh bien ils préfèrent attendre que la situation s'améliore plutôt qu'investir. Voilà, donc on a déjà des investissements qui sont en forte baisse, du coup on a moins de production, moins de consommation également, et voilà, c'est un climat finalement général, cette guerre commerciale qui pèse finalement sur la consommation, sur les investissements, bref, sur quasiment toutes les personnes. Voilà. Donc on a déjà la guerre commerciale qui vient impacter la croissance mondiale. On a également le fait qu'on est dans une tendance de remonter des taux d'intérêt des banques centrales. Alors, je ne parle pas de toutes les banques centrales, mais on a la Fed, on a la Banque du Canada, on peut peut-être compter la Banque d'Angleterre, même si c'est pas vraiment pour les mêmes raisons, mais on a également les émergents. Les émergents, il ne faut pas les oublier, les émergents relèvent leurs taux. Alors les émergents, il faut savoir qu'ils sont extrêmement sensibles à ce que fait la Fed, pardon. Dès que la Fed remonte ses taux d'intérêt, puisque les trésors deviennent beaucoup plus attractifs, et bien du coup, les investisseurs jugent le risque sur les émergents trop élevé. Donc, pour garder les capitaux, bien les émergents sont, on va dire, presque obligés de remonter leur taux d'intérêt. Voilà. Donc, les émergents remontent leur taux d'intérêt. On a quelques marchés développés, enfin quelques banques centrales comme la Fed et la Banque du Canada qui remontent également ces taux d'intérêt. Donc, on est vraiment dans un contexte où on a une liquidité qui diminue et qui même va passer négative, qui est même devenue négative, pardon. Donc, c'est-à-dire qu'on a une masse monétaire mondiale qui diminue. Donc si on a moins de masse monétaire, c'est la masse monétaire, la M1, c'est la masse monétaire mondiale, c'est l'argent des banques centrales, d'accord. Donc si on a les banques centrales qui diminuent les liquidités, on a des conditions de crédit qui se durcissent et on a finalement des marchés d'actions qui sont peut-être, enfin tous les marchés qui deviennent peut-être trop valorisés. Donc voilà, je voulais faire cette parenthèse sur le ralentissement de l'économie mondiale. Il faut bien savoir que c'est dû à la guerre commerciale, et et surtout peut-être le deuxième point, c'est le resserrement monétaire des banques centrales. Voilà. Au niveau de l'avertissement égal sur le risque, que je vous invite à prendre connaissance, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, je vais saluer la salle de trading. Alors, bonjour à vous Loïc, j'espère que vous allez bien. Gilles, que je salue également. Raymond, Jean-Marc, bien le bonjour à vous. Gérard de Même et Frédéric. Voilà, merci pour votre participation. Alors, hier, je rappelle, on a eu les marchés américains qui ont été fermés. Donc pas de cotation sur le Dow, sur le S&P, sur le Nasdaq, sur le VIX, en tout cas pas sur le cash. Au niveau du DXY, alors on n'a pas de cotation, même si là il me semble il est resté à l'équilibre. Ce matin, on voit bien qu'on a de la version pour risque. Pourquoi? Parce qu'on a le yen qui augmente. Alors le gold, l'or, il est à l'équilibre parce qu'on a une vigueur du dollar qui vient faire pression sur le cours de l'or malgré cette aversion pour le risque. Il faut savoir que la première chose qui impacte l'or, c'est le dollar. Vient ensuite la psychologie d'investisseur, s'il y a l'appétit ou l'aversion pour le risque. Mais si on a l'aversion pour le risque, mais qu'en même temps on a une hausse du dollar, l'or a de fortes chances d'être baissier, ou en tout cas d'être neutre. Donc l'or, oui, c'est un actif refuge, mais c'est avant tout un actif corrélé inversement, oui, au dollar.
Voilà, donc c'est pour ça que le gold ne profite pas ce matin de la version pour risque, parce qu'on a une hausse du DXY de 0,13%, il me semble. Au niveau du yen, donc comme j'ai dit, il augmente. Le rendement du 10 ans américain, il est en baisse de 3 points de base par rapport à hier. Donc il est à 2,75%. S'il est en baisse, c'est-à-dire que le marché obligataire est acheté. Si le marché obligataire est acheté, ça veut dire qu'il y a la version pour le risque. Et enfin, on a le Nikkei qui est en baisse et le MSCI Asie en excluant le Japon. Donc finalement, les marchés émergents en Asie, eh bien, sont en baisse. Voilà, donc aversion pour le risque qu'on a ce matin, et d'ailleurs les marchés européens qui ont normalement ouvert dans le rouge. Alors le focus du jour aujourd'hui sera l'indice ZOO allemand, qui sera extrêmement important. Cet indice ZOO allemand tout simplement parce que c'est un indicateur leader de l'économie allemande, et comme vous savez on a le Nikkei qui, enfin le Nikkei pardon, le Japon qui est en récession. Donc c'est le Japon, c'est l'une des plus grandes économies mondiales, hein. C'est la troisième après la quatrième, pardon, si on compte donc la Chine, les États-Unis, la zone euro, et ensuite vient le Japon. D'accord. Donc le Japon, vous pourrait croire que c'est un petit pays, mais c'est quand même la quatrième puissance économique mondiale. Récession. La Chine, taux de croissance le plus faible depuis 1990. Au niveau de la zone euro, bon, 1,5%, c'est pas exceptionnel. Et au niveau des États-Unis, alors, au niveau des États-Unis, on n'a pas de récession, on est loin d'être, enfin, on est loin. Pour le moment, vu la croissance actuelle, on est loin d'une récession, mais finalement, on est quand même assez proche. Parce que si on regarde la courbe des taux, elle est relativement plate. L'écart entre le 10 ans et le 2 ans américain n'est seulement de 16 points de base. J'ai fait, comme vous savez, une étude de probabilité sur la récession selon la courbe des taux, que je vais vous refaire voir dans un petit instant. Mais donc voilà, aujourd'hui, le focus du jour sera l'indice ZOO allemand. On a par ailleurs le forum économique de Davos qui ouvrira ses portes aujourd'hui. Voilà. Alors, je vais vous faire voir donc mon étude sur les probabilités de récession que je vais rechercher. Alors, comment j'ai calculé ces probabilités? J'ai tout simplement en fait comparé. J'ai simplement essayé de chercher. Enfin, j'ai calculé si lorsque on avait par exemple un écart entre le 10 ans et le 2 ans américain imaginons entre 21 et 30 points de base. Est-ce que 6 mois après il y avait une récession? Est-ce que 1 an après il y avait une récession? Ou est-ce que 2 ans après il y avait une récession? C'est ça l'idée. Et donc là actuellement on est entre 20 et 11. On est même tombé à 10 et 1 hein, il n'y a pas longtemps. On est entre 20 et 11. La probabilité d'une récession d'ici 6 mois est de 29%. D'ici 1 an, 42%. D'ici 2 ans, 75%. D'ailleurs, j'ai un collègue qui m'a dit que la plupart des CFO, c'est les directeurs financiers des grandes entreprises américaines, eh bien la plupart estiment qu'il y aura une récession américaine d'ici 2 ans. Voilà, récession américaine sur la probabilité, alors de tête, il m'a dit que c'était du 60%. Donc voilà, on a quand même pas mal d'indicateurs qui tapent sur une récession américaine. Vous savez ce qui se passe, c'est une récession américaine. S'il y a une récession américaine, on a une baisse importante du S&P 500, on a une purge, hein. Alors ça peut aller du -20, ça c'est on va dire le minimum, mais ça va, on va dire si on doit faire un taux médian, c'est surtout du -30, -40. Voilà. Donc voilà, si l'économie américaine ralentit, l'économie allemande va ralentir également. Et, euh, et donc voilà, donc la plupart des économies ralentissent. L'économie allemande, on n'est pas à l'abri qu'on ait une récession. En France, ça me semble peu probable parce que si vous regardez la France, si vous avez envie, le taux de croissance est beaucoup moins, on va dire, élastique que le taux de croissance au Japon ou le taux de croissance en Allemagne. En Allemagne, on peut avoir, vous savez, une récession tous les 6-7 ans. Et avoir, par contre, lorsqu'on a une croissance élevée, on peut avoir du plus 2,5%. En France, c'est assez rare. Le taux de croissance, oui, varie généralement. Je dis bien généralement entre 1 et 2%. C'est pour ça que finalement, la France n'est jamais, enfin, quasiment jamais un pays dont la croissance est élevée comparée à l'Allemagne. Mais en même temps, lorsqu'il y a un ralentissement économique mondial, la France subit généralement, je dis bien, euh, subit moins ce ralentissement de l'économie mondiale. Par exemple, selon les prévisions du FMI, en 2020, la croissance de la France devrait être supérieure à la croissance allemande. De tête, le FMI prévoit une croissance allemande à 1,4% en 2020 contre 1,5% pour la France. Voilà. Donc il faut voir que le taux de croissance en France est plutôt plat. Voilà, il varie entre 1 et 2%, alors que celui de l'Allemagne, il varie entre 0 et 3%. Donc c'est beaucoup plus élastique, beaucoup plus volatile, on va dire, celui de l'Allemagne plutôt que comparé à celui de la France.
Alors bonjour moi, bonjour François, j'espère que vous allez très bien également. Voilà, donc on va passer au vif du sujet avec les indices. Donc le VIX n'a pas coté hier, comme vous savez, puisque les marchés américains étaient fermés. Alors au niveau du VIX, vous voyez qu'on n'a pas réellement de mouvement, on s'approche prend un support qui correspond à 16,1. Alors 16,1, c'est le plus bas, finalement c'est le support depuis le début de la purge à Wall Street, depuis le début d'octobre. Donc voilà, à surveiller de près, on voit qu'on a une petite divergence haussière qui se forme. Regardez le RSI. Le RSI actuellement, il est plus haut que son creux du 11 janvier, alors que sur le prix, eh bien, il est plus bas. Donc on a une divergence. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer à l'achat sur le VIX et qu'il faut, vendre les marchés américains maintenant, puisqu'on n'a pas encore notre signal du Disparity Index. Je vous fais voir. Rappelez-vous la stratégie du Disparity Index. Le dernier signal d'achat avait été donné le 25 décembre. 25 décembre, c'était le point bas du S&P. Donc c'est pour ça que j'aime vraiment bien cette stratégie, c'est parce que, vous voyez, dernier moment, donc là on croisait au-dessus de 10, et là on est à 8. Donc c'était à ce moment-là où on avait donc, le 26 décembre, pardon, le signal d'achat sur le S&P. Et donc là vous voyez qu'on est très loin d'être au-dessus de 10%. Donc c'est pas le moment d'acheter les indices. Pas du tout. Je dirais, faut attendre une nouvelle correction pour vous payer à nouveau les marchés. Voilà. Donc, si on regarde le 26 décembre sur le S&P 500 ou même sur tous les autres indices, 26 décembre, on était, il me semble, au point bas. Voilà, regardez, 26 décembre, prix de clôture. Donc, c'était ce chandelier-là. Au prix de clôture, vous voyez qu'on a quand même une hausse depuis alors, si on prend les derniers chandeliers, on a une hausse de 192 points, ce qui est quand même pas mal, hein. Alors si on mettait un stop sous le ratio plus bas, c'était 137. Ça fait un ratio vraiment positif. C'est pas un ratio vraiment excellent, puisque, c'est même pas vraiment extrêmement intéressant puisque c'est moins de 2, mais ça reste un ratio vraiment positif. Donc ça montre bien que cette stratégie, cette stratégie du VIX avec le Disparity Index est assez efficace. Et donc voilà. Au niveau donc du S&P, on attend qu'il va coter sur le cash. Là, on a le futur. Le futur passe en dessous, comme vous pouvez constater, du du biseau descendant. Donc, on va attendre que le cours passe en dessous de son biseau et clôture en dessous pour passer à la vente sur la S&P 500 et chercher une correction intégrale de ce mouvement aussi. Alors, dans un premier temps, nous irons chercher une correction de 50%, donc on ira anticiper un retour à 2500. Mais concrètement, tant que la tendance sera baissière, eh bien, ce sera possible de vendre ce S&P. Alors, vous pouvez voir que sur le graphique journalier, au niveau du nuage Ichimoku en journalier, puisque là on a le nuage journalier, eh bien on est toujours en dessous, donc on peut considérer la tendance comme une tendance qui est baissière sur le S&P 500. Voilà, donc baisse du S&P. C'est pas le moment d'entrer à la vente, toujours pas par rapport à hier, hein. De toute façon, rien n'a changé depuis hier puisque les marchés étaient fermés. Alors on a eu la cotation chez IG puisque voilà, le marché cote également chez IG au niveau du CFD, mais au niveau du cash, c'est le plus important. Le cash n'a pas coté hier puisque je rappelle, c'était le jour de commémoration de Martin Luther King. Donc voilà, ce que j'ai dit hier est totalement valable pour aujourd'hui, même plus, puisque hier on n'avait pas cette alerte du FMI sur la croissance mondiale et à mon avis on a les Wall Street, hein, qui va pricer cette annonce, parce que Wall Street, les traders américains n'ont pas pris connaissance de cette annonce de l'abaissement de croissance du FMI, puisqu'ils étaient absents, ils n'étaient pas devant leurs ordinateurs. Donc il y a des risques quand même assez importants que à l'ouverture des marchés américains, on ait un mouvement baissier dû eh bien à cette alerte du FMI. Je continue donc sur le CAC puisque eux ils ont les indices européens en côté, donc CAC, DAX, on va faire un petit point. Donc le DAX, voilà, gap baissier, on le voit ce matin. Alors hier on a une petite baisse très légère, hein, très légère. Je sais même pas si on peut parler d'une baisse, on a plutôt une consolidation. Voilà, moi ce que j'anticipe toujours c'est déjà qu'on vienne en haut de ce gap, donc vous voyez aux alentours des 4820 points, et dans un second temps qu'on aille combler celui-ci. Donc voilà, les objectifs c'est, alors je vais enlever ce canal de Donchamp. Voilà, premier objectif 4823. Deuxième objectif 4799. Donc ça c'est des objectifs de court terme. Alors 4779, ça m'étonnerait qu'on atteigne ce niveau de prix aujourd'hui, mais 4823 me semble concrètement possible.
Voilà donc pour le CAC, le DAX, même topo. Alors on vient chercher le comblement de ce gap, enfin déjà le haut du gap dans un premier temps, donc 10 984, concrètement ça correspond à 11 000 points. Et dans un second temps, on vient chercher le comblement du gap à 10 930. Voilà, donc c'est mon sentiment. Premier objectif 11 000 et ensuite 10 930 points. Alors, Edging me dit désolé Valentin, j'ai eu du retard, vous avez parlé du VIX et du S&P 500. Alors oui, alors rien n'a changé par rapport au VIX et au S&P 500 depuis hier puisque les marchés américains étaient fermés. Donc voilà, rien n'a changé. Je reste toujours avec une opinion, enfin une prévision plutôt baissière à court terme. Néanmoins, on n'a pas encore les signaux techniques nécessaires pour passer à la vente. Donc on attend un signal technique pour justifier une position short sur les marchés américains et même sur si les marchés américains baissent de 5 ou 10%, les indices européens baisseront également. D'accord. Donc voilà. Indice américain, on attend la clôture ce soir pour avoir un vrai signal baissier. Si on a une clôture en dessous du biseau haussier du S&P 500, ça sera short S&P, mais concrètement short indice. Or 1190 ainsi que euro dollar, on va voir ça dans un petit instant. Donc j'ai pas commencé sur le forex, je vais y venir. Donc au niveau du DAX, voilà, 11 000 objectifs de court terme, suivis par les 10 930 points. Alors au niveau du forex, le DXY en journalier, vous voyez qu'hier ça a été plutôt flat, hein, on a eu moins 0,04%, on peut dire que c'était une journée à l'équilibre. Donc le DXY, dans quelle tendance il est? Eh bien, si on regarde depuis presque un an, finalement, on est dans une tendance qui est haussière. Maintenant, on a, fin du mois de décembre, on est sorti par le bas de ce triangle qui donnait un objectif baissier à 94,30 à peu près. Il me semble plutôt 95. Et donc voilà, cet objectif avait été atteint. Donc l'objectif, c'était la hauteur du triangle. Donc la hauteur du triangle, on vient chercher cette hauteur-là qu'on vient reporter au niveau du breakout. Donc vous pouvez voir que ça a été atteint au pips près. Ça a été atteint au pips près. Depuis, on a un pullback. Est-ce que il faut payer le DXY? Pour ma part, je ne pense pas. Je pense que voilà, la meilleure devise à payer en ce moment, si on anticipe de la version pour risque, c'est comme vous savez le yen. Le yen, c'est la devise refuge. Et si on a une baisse du S&P 500, on aura une hausse du yen et une baisse des devises commodities. C'est pour ça que l'AUD yen, je suis plutôt avec une perspective qui est baissière, puisque j'anticipe une baisse du S&P 500. Donc dès qu'on a notre signal baissier du S&P 500, on aura également l'opportunité de shorter l'AUD yen, le CAD yen ou le NZD yen. Je rappelle que le CAD, le NZD et l'AUD sont trois devises qui sont appelées commodities, c'est-à-dire matières premières, puisque ce sont fortement corrélées aux matières premières et les matières premières sont fortement corrélées à la croissance mondiale. Donc, si on a un ralentissement de l'économie mondiale, on a une diminution de la demande de matières premières et donc l'économie australienne, qui est en plus, qui a comme premier client la Chine. Donc, imaginez en plus de ça, on a le ralentissement de l'économie chinoise. Forcément, l'Australie va vendre moins de matériaux à la Chine. C'est pour ça que l'AUD est particulièrement fragile dans ce contexte de ralentissement de l'économie mondiale et surtout de ralentissement de l'économie chinoise. Bonjour, on dirait bien que le signal baissier pour Forgain ne va pas tarder. Alors oui, à mon avis, c'est qu'une question de là maintenant de séance hein, pour qu'on ait notre signal baissier du S&P 500. Je pense que ça va se faire ce soir, mais voilà, pour le moment, ce n'est qu'un sentiment. Je préfère avoir des signaux concrets. Donc voilà, attendons des signaux pour passer à la vente sur le DAX, sur le CAC, sur le S&P. Voilà, c'est pareil. Concrètement, si on a un signal baissier sur le S&P 500, c'est un signal qui est également baissier sur tous les autres indices mondiaux. Donc au niveau du DXY, moi personnellement je reste plutôt neutre. Pour le moment. Je pense que là où il y a une opportunité, c'est plutôt sur le yen. Si on a un sell-off sur les marchés actions, là on a le T-note, pardon, les obligations qui sont payées, comme on peut le voir. Hein. Regardez, 10 ans US, moins 1,33%, ça fait moins 4 points de base. Le 10 ans allemand, moins 6,40%, c'est-à-dire qu'il est acheté. Hein. Si on a un rendement qui baisse, on a l'obligation qui est achetée. Le 10 ans italien, il est à l'équilibre.
voilà, au niveau des spreads, ça c'est pas très important pour le moment. Le VIX approche d'un support. Bref, on a quand même pas mal de facteurs qui sous-entendent qu'on va avoir un retour de la version pour risque, un retour vraiment net de la version pour risque lors des prochaines séances. Donc on n'a plus qu'à attendre le signal. Donc je vais faire un tour sur l'euro-dollar, sur les paires majeures. Donc l'euro-dollar qui est en baisse. L'eurodoll qui est en baisse. Alors, on attend l'indice allemand. Pour le moment, on n'a pas de signaux haussiers. Comme vous pouvez constater, on arrive proche du bas du canal. Comme je l'ai écrit hier dans un papier, que je vous invite à lire, donc il est juste ici. Voilà, dans un canal haussier, l'euro pourrait rebondir à proche de 1,1350. Je dirais bien pourrait. En tout cas, le signal sera donné par le RSI et par le prix. Donc, si le RSI clôture au-dessus de sa résistance de momentum à 46, ce sera un signal d'achat. Et si le prix clôture au-dessus de sa bande supérieure de Keltner, ce sera également un signal d'achat. Donc, attendons ces deux signaux. Un, que le prix clôture au-dessus de sa bande supérieure de Keltner. Et deuxième signal, que le RSI clôture au-dessus de 46 et l'idéal serait qu'il clôture au-dessus de 50. Si on a ces deux signaux-là, alors une stratégie longue sera, cohérente d'un point de vue de l'analyse technique. Mais pour le moment, on voit bien que l'euro est en baisse, donc il n'y a pas d'achat à faire. Voilà, on peut encore descendre d'une vingtaine, même peut-être d'une trentaine de pips, voire même on va peut-être sortir par le bas de ce canal, qui sait. Voilà, attendons réellement le rebond. Finalement, ce genre de signaux, regardez, que je vais mettre en vert. Clôture. Alors clôture ici, ici également, vous voyez. Là, c'est que des clôtures au-dessus des bandes supérieures de Keltner. Donc voilà, attendons ces signaux de breakout pour éventuellement passer à l'achat. En plus de cela, on a une divergence haussière. C'est quelque chose qui est toujours bon si on veut passer, si on veut spéculer sur un retournement d'un prix, un retournement haussier. Donc voilà, euro, on attend. C'est pas le moment de rentrer à l'achat, c'est ni le moment de rentrer à la vente puisqu'on, je pense qu'on arrive en fin de tendance baissière. Mais voilà. Donc l'euro, on attend. Au niveau du GBP, alors le GBP c'est un peu délicat. Moi, je vais continuer à prendre des distances sur la livre sterling. Alors pour faire un point sur le GBP, hier, on a Theresa May qui a présenté son plan B au Parlement britannique. Alors son plan B qui ne comporte pas de changement majeur par rapport à son plan A, si je puis dire. Donc voilà, que des changements mineurs. Donc si elle repropose au Parlement, ce sera rejeté. Ce que compte faire Theresa May, c'est avoir de nouvelles concessions de la part de l'Union européenne. L'Union européenne qui a indiqué que l'accord actuel était le meilleur possible. Donc on voit qu'il y a un blocage au niveau des négociations. En parallèle, on a le Parti des travaillistes qui a demandé au Parlement de voter en faveur de l'organisation d'un second référendum. Et Theresa May qui en même temps a indiqué que l'hypothèse d'une sortie sans accord était sur la table. Voilà, donc concrètement, tout est sur la table. Hard Brexit, soft Brexit ou second référendum. Donc voilà, pour le moment, c'est le flou total sur la livre sterling, ce qui devrait peser sur le GBP. Donc voilà, GBP, on voit qu'il a atteint une résistance à 1,30 et qui depuis est en baisse. Voilà, donc baisse du GBP. Je pense qu'on peut, comme j'ai dit hier, s'attendre à un retour à 1,2773 lors des prochaines séances et potentiellement à 26,57. Alors, faut savoir que la livre est assez, imprévisible, puisque tout peut se jouer d'une seconde à l'autre. C'est vraiment ces discussions, ces négociations durent, enfin négociations entre Theresa May et le Parlement et potentiellement la reprise des négociations entre le Royaume-Uni et l'UE. Ça peut se faire à n'importe quel moment. Donc, il faut être prudent sur la livre sterling. C'est pour ça que je préfère pas me positionner dessus. Faut savoir que la prochaine échéance, c'est mardi prochain, c'est le 29 janvier. Le 29 janvier, le Parlement britannique votera le plan B qu'a proposé Theresa May lundi. Peu de chances qu'il soit voté, ce plan B. Au niveau de l'USD Yen, alors l'USD Yen, on a quelque chose d'intéressant. Regardez, on a un RSI qui sort, qui casse, qui casse cette oblique haussière. Donc voilà, on a un premier signal baissier. En plus sur 4 heures, on a le prix qui clôture sous la bande inférieure de Keltner. C'est un signal qui est bearish et qui nous invite à nous attendre à un retracement de 38, voire même 50% de retracement de cette tendance. Donc un retour à 108,32 me semble clairement envisageable sur l'USD Yen. Alors le mieux, si on veut acheter du yen, parce que si on vend l'USD Yen, ça revient à acheter du yen, je pense que le mieux c'est de le faire face aux devises commodities, encore une fois. Donc au lieu de vendre l'USD Yen, je pense que là où il y a une opportunité vraiment intéressante, c'est au niveau de l'AUD Yen, du CAD Yen ou du NZD Yen. Voilà, regardez AUD Yen.
AUDN a un RSI qui est à son niveau le plus bas sur du 4 heures depuis début du mois. On a un RSI qui clôture sur la bande inférieure de 4 heures, c'est une première, vous voyez. Donc voilà, concrètement, l'AUDN c'est stratégie vendeuse. Cette conviction sera renforcée si on a un signal baissier du S&P 500, parce que comme vous le savez, l'AUDN et le S&P 500 sont extrêmement corrélés. Donc l'AUDN, stratégie vendeuse jusqu'à 76,54. Alors regardons d'un point de vue ratio de scorement si c'est intéressant. Si on met un stop au-dessus du récent sommet, donc 116 pour 140, c'est pas un ratio de scorement de 1, un peu plus de 1, pardon. Ce qui est pas non plus, ce qui est pas exceptionnel, mais c'est le premier objectif. On peut potentiellement aller beaucoup plus bas sur la yen. On peut potentiellement aller chercher les 75,94, c'est-à-dire le seuil de 61%. Et dans ce cas-là, on aura un ratio de scorement de près de 2. Donc ça devient beaucoup plus intéressant. Donc l'AUD stratégie de vente. CAD yen, c'est possible également. CAD yen, vous voyez, on a la même configuration. RSI plus bas depuis début janvier. Le cours qui clôture en dessous de sa bande inférieure de 4 heures sur du 4 heures. Pas encore sur du journalier. Mais voilà, donc stratégie baissière dans la même logique que l'AUD yen. Et voilà, premier objectif 80,56. Alors regardons, peut-être qu'on a un ratio de rendement plus intéressant sur le CAD yen que l'AUD yen. Alors risque 86 pour aller chercher 146. Donc là on a un ratio de rendement déjà presque de 2 sur le CAD yen. Si on vient chercher 50%, et si on vient chercher 61,8, on a un ratio de risque rendement de 2,5. Donc CAD yen, c'est peut-être plus intéressant que l'AUD yen, à vous de voir. Ou alors vous faites un peu des deux. Au lieu de mettre 10 lots à la vente sur l'AUD yen, par exemple, eh bien vous pouvez mettre 5 sur l'AUD yen à la vente et 5 à la vente sur le CAD yen. Ça, c'est possible. Au niveau de l'AUD USD, bon bah même réflexion que sur l'AUD yen. Hein. Donc c'est short des devises commodities. Regardez, ce matin, les devises commodities sous-performent. Et à l'inverse, les devises refuges, yen, dollar, franc, surperforment. Donc on a clairement de l'aversion pour le risque. Et si on regarde depuis le début du mois, qu'est-ce qu'on a? Alors, CAD AUD, bon, c'est haussier, pour le coup, donc mauvais exemple. Voilà, sur une semaine. Donc ça, c'est depuis le début de la semaine, pardon. Donc ça, c'est depuis le début de la semaine. On voit bien NZAUD CAD en vente et Yen USD en hausse. Donc c'est pour ça que moi je préfère privilégier le yen. Si on anticipe un sell-off sur les marchés actions, c'est le yen qui va le plus en profiter. Et à l'inverse, les devises commodities seront celles qui seront les plus impactées. Donc shorter le S&P revient à shorter l'AUD yen ou à shorter l'AUD USD. Voilà, faut en être conscient, c'est la même chose. Je refais voir le S&P, donc S&P en 4 heures. Voilà, S&P 4 heures. Et je vais superposer devant vous CAD yen et je vais mettre l'AUD USD. Voilà, vous voyez que eh bien, ces actifs sont quand même assez corrélés. Tout simplement parce que ces actifs sont des actifs, enfin ces paires, hein, enfin oui ces actifs sont des actifs sensibles à l'appétit ou l'aversion pour le risque. Et ils réagissent de la même façon. Dès qu'on a l'appétit pour le risque, on a une surperformance des devises commodities. Et à l'inverse, les devises refuges sous-performent. Et vice versa. Dès qu'on a de l'aversion, on a les devises refuges qui surperforment les devises commodities. Donc voilà. Possible de vendre les devises commo face aux devises refuges, comme le yen ou le dollar, si on anticipe une baisse des marchés actions. Il faut être cohérent dans son analyse. Si vous êtes bullish pour cette semaine sur les marchés actions, ça ne sert à rien d'être vendeur cette semaine sur l'AUD yen ou l'AUD USD ou le CAD yen ou à l'achat sur le SD4. Voilà. Donc tout dépend de ce que vous anticipez, mais voilà, on voit bien que l'AUD USD c'est en baisse hein. Sur du 4 heures, mais également sur du journalier. Il me semble qu'on a on est en train, vous voyez, de percer cette bande inférieure de 4 heures. On n'a pas encore clôturé en dessous, mais si on clôture en dessous, ce sera un signal baissier important, et vous voyez que on est à le retracement de 50, puis ensuite 61, voire même un retour à 0,70.
Pouvez-vous redire en moi les 3 devises commodities? Alors les 3 devises commodities en anglais ça veut dire matière première, sont le dollar canadien, le CAD, le dollar australien, l'AUD, et le dollar néo-zélandais, le NZD. Alors dollar néo-zélandais, c'est à mettre entre parenthèses, c'est une devise commodities qu'on va appeler soft, parce que la Nouvelle-Zélande n'exporte pas de pétrole ou d'or ou de métaux, pardon, mais exporte plutôt des produits agricoles comme du lait. Mais c'est surtout le fait que la Nouvelle-Zélande, l'économie néo-zélandaise est extrêmement corrélée à la devise australienne. Donc le fait que l'économie australienne, enfin l'AUD est corrélée aux devises aux métaux, pardon, rend le NZD également corrélé aux métaux, alors que la Nouvelle-Zélande ne exporte pas de métaux. Mais le fait que son premier partenaire économique soit l'Australie, eh bien rend sa devise corrélée à la devise australienne. Et puisque la devise australienne est corrélée aux matières premières, eh bien, enfin plutôt hard matières premières, c'est ce qu'on appelle les métaux et l'énergie, eh bien du coup le NZD est corrélé également aux métaux et au prix de l'énergie. Voilà donc pour l'AUD, je pense que vous avez compris mon point de vue sur les devises. Je suis bull devise refuge, donc yen, USD et dans une plus faible mesure le franc. Et au niveau des devises commodities, je suis vendeur, enfin j'ai une opinion plutôt baissière, hein, donc AUD, NZD et CAD. Voilà. Donc j'anticipe plutôt un risk off, l'aversion pour le risque lors des prochaines séances. Donc une baisse des marchés actions, une baisse des devises commodities, une hausse des devises refuges et une hausse pardon, pas d'hausse de l'or, puisque je pense que la hausse de l'or va être annulée par la hausse du dollar. Si le dollar augmente, on aura l'or qui va rester flat. Voilà, donc l'USD CAD, voilà, on voit qu'on est en train de faire un bottom, ça rebondit. Concrètement, c'est bullish hein, sur le USD CAD. En journalier, il me semble que voilà, bande de Keltner, pareil, on est en train de tester, vous voyez cette bande supérieure. Si on clôture au-dessus, eh bien, ce sera un signal haussier qui nous inviterait à payer l'USD CAD jusqu'à 1,3426, voire même à 1,3484. Voilà. Donc USD CAD bullish. Je peux continuer avec le NZD USD si vous voulez. NZD USD, voilà, c'est baissier. Hein. C'est baissier, c'est même extrêmement baissier, on le voit. Donc voilà, NZD USD, on vient chercher donc 0,67, ça a déjà été atteint. On vient chercher voilà 0,6671 et potentiellement les 0,6650. Au niveau des matières premières comme l'or rebondit. Alors pourquoi? Alors le dollar pourtant monte légèrement, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'aversion pour le risque. Donc l'or rebondit. C'est assez intéressant de constater que l'or rebondit sur ce support, le plus bas du 4 janvier, donc le plus bas du mois de janvier, où on a des acheteurs qui se manifestent. Voilà. Si le RSI clôture au-dessus de 50, signal haussier. Pareil, si on a un prix qui clôture au-dessus de la bande supérieure de Kettner, signal haussier. Premier objectif, eh bien là, puisqu'on est dans un range, on vient chercher des points pivots. On va pas non plus aller chercher des breakouts pour le moment. Voilà, point pivot hebdo. Voilà, donc pivot hebdo, ensuite le R1. Ça va être des résistances assez intéressantes au niveau de l'or. Donc premier objectif 1287, deuxième objectif 1291. Et ensuite le haut du range vers 1297. Donc voilà, c'est bull or a priori, même si voilà, j'ai dit que si on avait la version pour risque, je n'anticipais pas de hausse de l'or. Là on voit techniquement ça rebondit. Ça rebondit puisque le dollar semble faire une pause. Vous voyez que le dollar n'est pas acheté ce matin. On n'a pas vraiment d'achat du dollar. Donc l'or profite finalement de la version pour le risque, ce qui n'était pas le cas hier. Hier matin, rappelez-vous, on avait plutôt de la version pour le risque et l'or était en baisse parce qu'on avait une hausse du dollar. Donc surveillons le dollar parce que si le dollar commence à baisser, ça sera bull, vraiment bullish or. Donc au niveau de l'or, au niveau de l'analyse technique, pardon, pour résumer, haussier or jusqu'au R1. Si on passe en dessous du S1 hebdo, on vient du coup chercher le S2 hebdo. Voilà, tout simplement. Voir USD Tree. Alors ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé, oui, l'USD Tree, c'est vrai. Alors l'USD Tree, ça fait extrêmement longtemps. Alors l'USD Tree,
Bon, sortie de ce canal. Alors, en mensuel. Voilà, donc support à 5,1343. 5,1343, donc l'USD rebondit, alors rebondit légèrement. On voit qu'on a une tendance qui est plutôt latérale, donc pas grand chose à dire. Regardez le RSI. Le RSI, il est autour de 50, donc il y a vraiment rien à dire sur l'USD Tree, c'est en range. La livre turque en range, tout simplement. Voilà. Un range compris entre 5,55, on va dire 5,56, voilà. Entre 5,56 et 5,13. Donc je suis neutre hein, sur l'USD Tree. Si on passe en dessous par contre des 5,13, le signal sera baissé jusqu'à 4,5 puis 4. C'est-à-dire que le dollar peut monter même si le S&P baisse. Alors oui, tout à fait. Hein. Le S&P n'est pas corrélé au dollar. Hein. Attention, hein. Alors c'est compliqué à, enfin c'est pas compliqué à expliquer, mais on a des indices qui sont corrélés à ces indices, comme par exemple le yen. Le yen et le Nikkei sont extrêmement corrélés. Alors corrélés négativement. Pourquoi ils sont corrélés négativement? Parce que le Japon est un exportateur et même exporte la quasi-totalité de sa production. 80% de sa production est exportée. Ce qui fait que la richesse produite par le Japon dépend énormément de son commerce extérieur. Et son commerce extérieur dépend énormément de la compétitivité de ses produits. Et la compétitivité va jouer au niveau de sa devise. Enfin, ça va être influencé par sa devise. Si la devise du Japon s'apprécie, les produits japonais deviennent plus chers à l'étranger. Par contre, au niveau des États-Unis, les États-Unis ne sont pas net exportateurs, loin de là. Les États-Unis sont le premier pays qui importe le plus de produits. Ce qui fait que le dollar, le DXY, va surtout avoir un rôle majeur au niveau des valeurs domestiques. C'est pour ça que si vous regardez le dollar, en fait, dès que le dollar monte, je vais vous faire voir DXY. Voilà, DXY. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va superposer le S&P 500 avec le Russell 2000. Il faut savoir que le Russell 2000, c'est ce qu'on appelle les small caps, enfin small caps, plutôt mid small, c'est-à-dire les petites moyennes capitalisations boursières. Les petites moyennes capitalisations boursières dans un pays sont considérées comme des valeurs domestiques, c'est-à-dire qu'ils font la plupart de leur commerce à l'intérieur des États-Unis, alors que les large caps, les grosses capitalisations boursières, sont surtout des entreprises qui vont produire leur richesse partout dans le monde, comme par exemple Apple. Apple, certes, vend ses iPhones aux États-Unis, mais vend également ses iPhones partout dans le monde. Donc voilà, les résultats d'Apple ne dépendent pas uniquement du commerce qu'ils réalisent aux États-Unis, ça dépend également du commerce partout dans le monde entier. Donc cela, on va ajouter le Russell 2000, voilà. Et donc si on met une force relative entre le Russell 2000 et le S&P 500, eh bien dès qu'on a le DXY qui est en hausse, on a le S&P qui surperforme. Alors attendez, voilà. La plupart du temps, attention. La plupart du temps, on a le S&P qui surperforme le Russell 2000 lorsqu'on a une hausse du DXY. Donc si on a une baisse du DXY, ça va être bénéfique, ça va être plus bénéfique pour le Russell 2000 que pour le S&P 500. De toute façon, c'est pas parce que cette courbe en bleu est baissière, c'est-à-dire que le S&P est en baisse. C'est-à-dire simplement que le S&P sous-performe le Russell 2000. Donc, on va regarder le Russell 2000 rapidement. Le voici, le Russell 2000. Et le Russell 2000, eh bien, surperforme le S&P 500. Surperforme, maintenant, ça ne veut pas dire que le Russell 2000 n'est pas corrélé au S&P 500. Le Russell 2000 est corrélé au S&P. Donc, si on a une baisse du S&P, le Russell 2000 va baisser. Sauf qu'il va peut-être baisser moins rapidement que le S&P.
Donc voilà, si on a un signal baissier sur le S&P, ça serait également un signal baissier sur le Russell 2000. Hein. Le Russell 2000, comme j'ai dit, est corrélé au S&P. Donc voilà, le DXY n'influence pas le S&P en lui-même, mais influence plutôt la valeur, enfin plutôt la force relative entre les small et les large caps. Alors l'argent, on me demande l'argent. L'argent, le voici. L'argent à l'image globalement de l'or, hein. Voilà, on a eu une baisse ces dernières séances due à la vigueur du dollar. Maintenant, voilà, on n'est pas dans une tendance baissière. Hein. On voit qu'on est au-dessus du nuage journalier, donc c'est synonyme d'une tendance qui est haussière. En 4 heures, on a un rebond à l'image de l'or. Donc voilà, je pense que c'est possible de payer l'argent jusqu'à cette oblique baissière qui fait pression. On voit sur le cours, là on a les vendeurs qui sont manifestés, donc qui font pression depuis le début du mois. Donc objectif pour l'argent, c'est un retour au R1 hebdomadaire, c'est-à-dire à 15,58. D'un point de vue ratio rendement, ça peut être intéressant de payer l'argent à ce niveau de prix. Hein. Vous voyez que ça fait on risque à peu près 125 pips pour aller en chercher 275, ça fait un risque rendement supérieur à 2. Donc voilà, à vous de voir sur quel actif vous êtes le plus à l'aise. En plus de cela, on a une magnifique divergence haussière. On a dépassé la résistance de momentum qui était à 30 pour le coup. Prochain signal haussier de la part du RSI, ça sera en cas de dépassement. Alors, dépassement de cette oblique. Si on dépasse cette oblique, nouveau signal haussier. Et si le RSI ensuite dépasse 50, nouveau signal haussier. Voilà. Donc en tout cas, on a déjà des signaux haussiers sur l'argent et même sur l'or. Donc c'est possible de finalement les payer. Au niveau des cours de pétrole, les cours de pétrole sont en baisse. Forcément, hein, dès qu'on parle de ralentissement de l'économie mondiale, ça sous-entend une diminution de la demande, en tout cas une demande inférieure aux précédentes estimations. Donc ça pénalise le pétrole. Ça coïncide avec l'analyse technique. L'analyse technique, on voit que le prix a flirté, a même touché cette résistance à 54,67. C'était le plus haut du mois de décembre. Donc on est sous résistance. Depuis, le pétrole est en baisse. Alors on n'a pas de signaux haussiers, si ce n'est une petite divergence baissière. Voilà, une très légère divergence baissière. Néanmoins, est-ce que c'est possible de vendre le pétrole maintenant? Alors ça me semble assez risqué quand même. Ça me semble assez risqué. Maintenant, si on a une baisse de S&P, on aura une baisse des cours de pétrole. Pareil, le cours de pétrole, c'est corrélé au S&P. Alors c'est pas le S&P qui guide les cours de pétrole, hein. C'est l'inverse. Hein. Alors on n'a pas une corrélation totale, attention. Hein. Je dis pas que le S&P est l'équivalent du pétrole, mais le pétrole influence quand même beaucoup le S&P 500 et donc les marchés mondiaux. Donc pétrole, s'il est en baisse, eh bien ça sera, enfin si on a des signaux baissiers vraiment importants, ce sera l'opportunité de shorter le pétrole. Si on a des signaux baissiers sur le pétrole, des signaux baissiers sur l'AED yen et des signaux baissiers sur le S&P 500, ça sera complètement aversion au risque total et il faudra vendre ces trois actifs. Au niveau du pétrole, Brent, pardon. Le Brent, belle divergence baissière cette fois-ci. Alors moi je trouve que d'un point de vue de l'analyse technique, si vous aimez l'analyse technique, je trouve que le Brent est beaucoup plus clair, enfin les signaux sont beaucoup plus voilà, visibles. L'analyse technique est beaucoup plus facile à lire sur le Brent que sur le WTI. Après c'est mon opinion, mais voilà, Brent, on est venu flirter, alors pas toucher mais flirter avec le plus haut du mois de décembre, qui est exactement à 63,60. On n'a pas encore les signaux baissiers suffisants, mais si on a le RSI qui clôture sous 50 et que le prix en 4 heures clôture sous la bande inférieure de Keltner, ce serait une opportunité de shorter le pétrole. Le premier objectif, ça serait ce niveau-là, 59 $. Ça serait le premier objectif baissier. Sur le Brent et sur le WTI, ça serait 50, 50,65. Donc je regarde toutes les questions que j'ai eues pour m'assurer que j'ai bien tout répondu. Nouvelle-Zélande, nickel. Alors le nickel, je pense que vous voulez dire. Alors la Nouvelle-Zélande exporte très peu de métaux. Hein. Voilà, alors, je vais quand même vérifier cela. Peut-être que je me trompe, hein, mais il me semble que le nickel, la Nouvelle-Zélande exporte peu de métaux. Alors pour voir tout ce commerce extérieur, ce que je vous invite à faire, c'est de regarder ce site qui s'appelle atlas.media.meet.fr
est dû. Et en fait, c'est voilà, le commerce extérieur de chaque pays. Donc, on va aller chercher la Nouvelle-Zélande et on va chercher les exports. Donc, c'est en anglais. Il y a une version française, mais qui est un peu mal traduite. Bah, en fait, c'est une version. Là, c'est en français, vous voyez. /fr. Donc, c'est mi-anglais, mi-français. Bon, voilà. Donc, vous voyez, là, ces exportations qui avaient lieu en, si je ne dis pas de bêtises, alors on n'a pas d'infos là-dessus. Il me semble que c'est 2017, hein, ces chiffres-là. Donc on voit bien hein, ce que exporte majoritairement la Nouvelle-Zélande, c'est quoi? C'est des produits d'origine animale, 41%. On a des denrées alimentaires. Donc on voit que les produits alimentaires, voilà, animal, ça représente quand même la majorité des exportations. Produits du bois, produits végétaux, produits chimiques. On a des métaux, oui, on a des métaux. Alors lesquels? On a de l'aluminium. Là, on a du pétrole, vous voyez un petit peu, mais c'est quasiment rien. Donc, on voit clairement vin, bois, lait concentré, beurre, bref, c'est de la production agricole. Et on va regarder où exporte. Euh, non, alors, pardon, on va revenir là-dessus. On va regarder où est-ce que la Nouvelle-Zélande exporte. Donc c'était en 2016, pardon, c'est les chiffres de 2016. Ça date un petit peu, mais vous voyez que c'est pas non plus voilà, trop décalé, hein, c'est pas lointain non plus. Donc on voit la Chine premier client, hein, en tout cas en 2016, suivi par l'Australie. On voit que voilà, c'est quasiment la même chose, ça dépend des années, à mon avis, si on regarde une année précédente, c'est l'Australie, voilà, regardez. Là on est en 2016, 2015, voilà. Voilà, donc vraiment c'est la Chine, l'Australie, les premiers clients. Vient ensuite les États-Unis. Donc, ce qui fait que la Nouvelle-Zélande est extrêmement corrélée, eh bien, un, à l'économie chinoise et deux, à l'économie australienne. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a une corrélation importante entre le NZD et l'AUD, puisque l'AUD est corrélé à l'activité économique chinoise. Voilà donc pour ce point de marché. Écoutez, moi je n'ai rien d'autre à rajouter. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain matin pour ma prochaine revue des marchés. Et voilà, soyez prudents sur le marché et à demain.